Bienvenue sur le podcast La Lanterne. Pour ce 3e épisode, nous allons continuer à écouter Pierre, qui parlait la dernière fois de sa façon de voir la vie, de la vivre pleinement, tout en sachant qu'elle reste limitée dans le temps. Aujourd'hui, il nous parlera aussi de ce qu'il a appris d'important quand il était jeune, et des conseils qu'il pourrait donner aujourd'hui à un jeune. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, ça donne du sens, parce que la vie ne s'arrête pas, même une vie complètement ratée. Tout à l'heure, j'évoquais un type qui se prend 30 ans de prison, qui n'arrête pas de faire des bêtises, ou qui n'a eu que des pépins dans sa vie, et Dieu sait s'il y a des gens dans ces situations. Il suffit de penser à tous ces gens qui meurent de faim et tout ça, enfin, après avoir souffert pendant des années, enfin, terrible. Et se dire que c'est fini, une espèce d'horizon fini, quoi. Mais fini, pas simplement le terme, c'est la fin, quoi, mais c'est... Voilà. Et d'avoir cette ouverture, bon, un peu dans l'inconnu, mais d'avoir cette ouverture, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. C'est pas une fin, c'est un passage. Quelque part, du coup, la vie, je ne dis pas une préparation, mais c'est une première étape. Bon, voilà, ça donne une espérance. Ça donne une espérance. Bien sûr, elle est imprécise selon les croyances, selon etc. Bon, c'est très bien. Mais du coup, la mort n'est pas une fin. Et est-ce que tu appréhendes ce que tu vas trouver derrière après? Je vais te choquer, mais non. J'ai peut-être tort, hein. Mais j'ai hâte de connaître. Quand j'approcherai de la mort, peut-être que je dirai différemment, mais... La mort elle-même, le phénomène physique de la mort, comment ça résonne chez toi, ça? Bon, je ne suis plus non plus tout à fait jeune, et je commence à découvrir que on n'a pas toutes ces capacités physiques, intellectuelles et tout ça toute sa vie. Hein, il y a des moments où ça ralentit un peu, d'accord ? Et je commence à prendre conscience qu'un jour, il faudra peut-être que ça diminue davantage. Et du coup, ça relativise l'importance. Quand on voit des personnes qui sont dans un état vraiment avancé de maladie ou d'handicap ou etc., et que vous avez de beaux regards transparents, là, vous savez, c'est magnifique. C'est magnifique. La vie vous a donné la santé, vous a donné, bon, je sais pas quoi, des neurones, tout ce que vous voudrez, une famille, tout ce que vous, une profession et tout le reste. Bah oui, mais petit à petit, il faut s'en détacher. Et donc, le détachement, bah, après tout, c'est une chose normale. Avant, je faisais beaucoup de sport. Bon, maintenant, les amis médecins me conseillent d'en faire un peu moins parce que tant que la machine fonctionne, il ne faut quand même pas trop l'abîmer. Bah, on accepte. Voilà. Mais on peut l'accepter, voilà, en le vivant d'une façon négative. Je ne peux plus. Ben non, je vis différemment, je fais attention. Ben, je fais toujours beaucoup d'exercices, tout ça, mais je ne fais plus ce que je faisais avant. Très bien. Je perds un peu la mémoire des noms. Moi qui avais une très bonne mémoire. Eh ben tant pis, j'ai pas la mémoire des noms. Au début c'est gênant, puis après on s'habitue, quoi. Bon. Donc voilà, petit à petit, voilà, on va se détacher, se dépouiller. Voilà. Et c'est pas forcément négatif se dépouiller, parce qu'au fond, qu'est-ce qui va rester? Je le disais tout à l'heure. Ce qui restera au fond, c'est ce qu'on aura donné aux autres. Et ça se voit même dans le regard de gens qui sont au bord de la mort. Voilà. Et donc, voilà, l'inquiétude, oui, parce qu'on craint. Ta question était personnelle. Hein. On peut craindre évidemment, je sais pas, moi, si j'ai un cancer qui se développe, qui dure, j'ai perdu une sœur qui a eu 8 ans de cancer. Une jeune sœur, à 40 ans, laissant femme et enfant, conjoint et enfant. Enfin, ça ne peut pas ne pas faire peur humainement. Mais prendre un peu de, je sais pas s'il faut dire, un peu de distance, quoi. Pour elle, c'était vraiment la fin, quoi. Et prendre un peu de distance, ça aide. Et qu'est-ce que ça t'évoque, les personnes âgées qui ont le discours suivant: j'ai plus rien à attendre de la vie, j'attends la mort, j'en ai marre d'être là, etc., etc. C'est sombre, parce que ça veut dire que je n'ai plus rien à donner. Quelqu'un qui a encore quelque chose à donner, ne serait-ce que sa capacité d'écoute, il ne se suicidera pas. Mais quelqu'un qu'on n'écoute plus, là,
On est au bord du désespoir. Il me semble. Et bon, j'ai eu l'occasion de pas mal fréquenter des EHPAD et autres établissements de ce genre. Moi, je me souviens de visages rayonnants. Rayonnants. Je me souviens de quelqu'un, par exemple, 80 et quelques années, alors il avait fait je ne sais combien de séjours en hôpital, etc., etc. Jusqu'à la fin, quand on allait le voir, sa première préoccupation, c'était de prendre de vos nouvelles. Et pas de se lamenter sur lui. C'est magnifique. Il aura réussi sa vie jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si je serai comme ça. Peut-être que je serai impossible. Ça, tout à l'heure on évoquait la vie, hein, précisément. La vie, on ne sait pas comment on sera. Mais disons qu'il y a une disposition là, derrière, quoi. Tu parles du temps qui passe, de la vieillesse, du coup de la jeunesse aussi. Aujourd'hui, de l'âge qui est le tien, Oh, je peux le dire, 71. Bon. qu'est-ce que, en termes d'expérience de vie, qu'est-ce que tu pensais quand tu étais jeune qui était important? Oui. Et tu t'es rendu compte, à travers les décennies qui D'accord. passaient, que finalement non. Alors, on va ouvrir le tome 2 de mes mémoires. Non, plaisanterie à part. Je viens d'une famille modeste. Mon père et ma mère ont eu l'occasion de beaucoup souffrir de la guerre, de privation. Mon père a été déporté, il s'est sauvé, il s'est caché, machin truc, etc. La génération précédente a aussi eu beaucoup de problèmes avec la guerre et tout ça. Bon, très bien. Et leur seule idée, c'était de s'en sortir, quoi. Très bien. Donc, la vertu essentielle, c'était le travail. Le travail. Et pour nous, les enfants, c'était il faut réussir dans la vie. Il faut vous en sortir. C'était pas l'ultimatum, mais c'était vraiment le sens qui n'était jamais exprimé, mais qui était vécu. Et de ce fait, c'était une famille sans beaucoup d'affection. Mon père travaillait de 7h du matin à 10h le soir, ou je sais pas quoi. Ma mère s'occupait, mes parents avaient un petit commerce, et ma mère était au magasin quasiment toute la journée. Entre-temps, il fallait s'occuper des enfants, il fallait s'occuper des courses, de la maison, etc. On partait 3 jours par an en vacances, enfin bon, très bien. Donc, initialement, mon objectif, tout à l'heure je parlais du contexte familial ou social, mon objectif c'était moi aussi de m'en sortir. Et puis, au fond, ma génération, je suis de 50, ma génération qui sortait de la guerre, c'était l'idée de tout le monde. C'était très bien. Donc, le travail. J'avais bien des amis, etc., bon, bien sûr, mais dans la famille, on avait très peu de vie sociale. Très bien. Et si j'avais des amis, c'était soit au lycée, soit au scout, parce que j'allais au scout, ou au sport, parce que je faisais du sport. Voilà, bon, très bien. Et puis, quand j'ai quitté la famille pour mes études, bon, tout ça est plus ou moins tombé, à part quelques exceptions. Ensuite, arrivé en fac, première année, je vous l'ai expliqué, le boulot, et je voulais me prouver à moi-même que je m'en sortais. Et puis après, quand même, mes parents étant de le commerce, notamment ma mère, était très sociale. Et du coup, à peine arrivé en fac, j'avais déjà créé des groupes. Très bien. Et j'en ai créé des groupes. Et j'en ai fait des trucs. J'emmenais des tribus d'amis en tourisme, machin truc, enfin, etc. Bon, très bien. Et du coup, le côté social, altruiste, voilà. Le côté social s'est développé. À l'origine, il n'y était pas. Il s'est développé. Tout en travaillant, etc., je l'ai expliqué, mais il s'est développé. Et puis, j'ai eu la chance de croiser, tout à l'heure j'ai parlé de ma chambre de bonne à Paris, là, au 7e étage, etc. Et justement, le garçon dont je parlais qui partait à Chartres, sans rien amener, en fait, il m'a beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Il m'a notamment appris à prendre contact avec les autres. Je disais, mais ça sert à quoi? Ils ont peut-être besoin d'être écoutés. Et on faisait des exercices pratiques. Au restaurant universitaire, on se plantait sur une table à côté de gens qu'on ne connaissait pas. Et le défi était, au bout de 5 minutes, il faut que tu parles avec les voisins. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Et puis après, c'est bien de faire des études et de travailler, mais là aussi dans le travail, est-ce que c'est sa satisfaction qu'on cherche ou celle du client? Tout à l'heure, j'ai dit, je suis resté pas mal d'années en entreprise comme conseil juridique, et après, je suis reparti à l'université. Pourquoi je suis parti à l'université? Bon, il y a eu plusieurs éléments, mais le principal, de fond, c'est que,
je résume la formule qui est venue à mon esprit. On faisait des montages, alors juristes, banquiers, assureurs, on faisait des montages qui n'étaient pas dans l'intérêt premier du client. On se servait plus qu'on ne servait. Le service. Alors, vieux truc scout peut-être, mais si vous voulez, voilà, c'était ça. Voilà, servir. Et du coup, j'ai découvert que ce que je disais tout à l'heure, c'est en donnant qu'on reçoit beaucoup. Avant, j'étais plutôt d'une tendance à beaucoup donner. Et quelque part, j'étais content de donner, mais au fond, ça ne m'apportait rien. Et c'est en écoutant les autres, en acceptant plus ou moins, bon, on est comme on est, mais voilà, la diversité. Après, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de beaucoup m'intéresser aux relations internationales. Donc j'ai énormément voyagé dans beaucoup de pays du monde, sauf en Amérique latine parce que je ne parle pas l'espagnol. Et accueillir l'autre. Je me souviens une fois, j'enseignais dans une université au Japon et l'année universitaire n'est pas la même. Hein. Elle commence vers le mois de mai-juin. Très bien. C'était en juillet, j'étais là quelques mois. J'étais en juillet et le doyen, sans rien dire, avait organisé un repas avec les collègues le 14 juillet. Bon, c'était gentil. Mais le doyen a une grande pointure, un big wheel, enseignant à Oxford, enseignant à Harvard, etc. Très bien. Bon, à côté, moi. Et à la japonaise, imperturbable, bien sûr. Et à un moment, il me dit qu'est-ce qui vous a amené à venir vous intéresser au Japon? Il y avait un concours pour avoir cette bourse, etc., enseigner. J'avais réussi. Et je lui dis, mais c'est un proverbe allemand, je ne viens pas pour enseigner, je viens pour apprendre. Et dans son regard, alors attention, pour un japonais, c'est extraordinaire. Il y a eu un moment comme une brume qui apparaissait dans le regard et il me dit, vous êtes le premier à ne pas venir nous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Ce sont des illustrations. Mais j'ai vécu ça pendant des dizaines d'années, quoi. De réaliser que j'ai fait du droit comparé, c'est le droit des autres. Il n'y a pas que nous. Les autres, ils ont peut-être une façon différente. Ce sont des points de vue différents. Accueillons. Voilà. On reçoit beaucoup. Par exemple, vous aimez un château ou un paysage. Donc vous prenez une photo de ce paysage, vous l'encadrez, vous le voyez tous les jours, c'est votre truc. Oui, mais un paysage ou un château, vous pouvez prendre des photos très différentes. Ah oui, mais c'est la mienne qui est la meilleure. D'accord. Bon, alors ça ne va pas aller loin. L'ouverture, voilà. On a beaucoup à recevoir des autres. Bon, faut peut-être apporter un peu quand même, voilà, professionnellement ou humainement, etc. Mais l'important, c'est d'écouter les autres. D'apprendre. J'aime, par exemple, la musique classique. Bon, c'est vrai que le rap, c'est pas mon truc. Mais ça m'intéresse d'écouter du rap pour savoir ce que c'est. Enfin, dans le domaine des arts, parce que en littérature, je suis en train, confession, hein, je m'astreins à lire un peu du Marcel Proust. C'est à pleurer de désespoir. 5 pages pour expliquer que la baronne machin truc lève le coude. Mais ce qui m'intéresse, parce que franchement, c'est un pinceau, hein, ce truc. J'en suis à 100 pages, mais je peine. Mais je me force à le lire pour voir comment on peut, au fond, alors je ne suis pas un spécialiste de littérature, mais pour voir comment on peut, à travers un simple geste, découvrir beaucoup de choses. Moi, ça m'énerve, parce que, au fait, quoi, bon, mais je passe à côté d'autres choses que lui a découvertes. Je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé. Alors les premières années, le train, mais surtout l'avion, les premières années, toujours le travail, donc j'avais toujours le travail avec moi. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'en fait, le travail, quand on est entre les salles d'embarquement, les contrôles, les machins, les trucs, on ne fait pas grand-chose. Alors je me suis mis à la littérature. Et j'ai fait le choix de lire des gens que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des prix Nobel, mais étrangers. J'ai découvert des choses fabuleuses, que je ne connaissais pas. Il y a par exemple Mahfouz. Mahfouz, égyptien, il a écrit une trilogie, bon, enfin je passe les détails, et alors un bouquin, un des 3 tomes qui doit faire 500 ou 600 ou 800 pages, tout se passe en une journée dans une maison. On ne sort pas. Mais là-dedans, c'est extraordinaire. Vous voyez toute l'évolution d'une société. Un Chinois, Lao She, qui a écrit 4 générations sous le même toit. Tout se passe dans le même Hutong, dans le même quartier. Vous voyez
toute l'évolution de la Chine sur quasiment un siècle, de la Chine impériale jusqu'à la Chine maoïste. Et on arrive maintenant à l'ultracapitalisme. Et c'est fabuleux, cette façon de faire les choses. On a plein de choses à apprendre des autres. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à toi-même à l'âge de 18 ans? Ouvre-toi un peu plus. À l'époque, ce n'était pas trop le cas. Ouvre-toi un peu plus et fonce sur ce que tu veux faire. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, tant que je peux l'avouer, je savais ce que je voulais faire. Je n'ai jamais parlé autour de moi. C'était tellement ambitieux par rapport au milieu auquel j'appartiens. C'est en quatrième, je ne sais pas comment ça se fait, je suis tombé sur le monde diplomatique. Et je me suis passionné pour les relations internationales, y compris dans les programmes d'histoire, etc. Très bien. Mais vraiment passionné. Et donc mon but, c'était être ambassadeur. Jamais osé l'avouer, mes parents ne l'ont jamais su. Parce que... Mais je me disais à moi-même, il faut que tu en prennes les moyens. Et à l'époque, j'imaginais qu'être ambassadeur, on faisait la diplomatie, c'était comme au 19e siècle. Tu parles, entre-temps, il y a le téléphone, il y a les voyages, il y a des tas de choses. Donc voyons, quand on est gosse, hein, bon, très bien. Par contre, en avançant un peu, en seconde, oui, c'est en seconde, là j'ai réalisé qu'en fait, ambassadeur, aujourd'hui, c'était le chiffre d'affaires et c'était pas les petits fours et les relations littéraires, machin truc, etc. Et il se trouve que dans ma classe est arrivé un des enfants du préfet qui venait d'être nommé à Bourges. On est devenus de bons amis, bon, c'est assez simple, bon, très bien. Et du coup, j'ai découvert ce qu'était un préfet, je ne savais pas du tout. Et je me suis dit, oui, après tout, c'est plutôt ça que je vais faire. Ambassadeur, préfet, donc l'ENA. Donc l'un, l'autre ou autre chose, mais voilà, aux fonctionnaires, même éventuellement le Conseil d'État, parce que au niveau des jugements, tout ça, ça me plaisait bien, enfin bon, voilà. Et je me suis écrit une lettre à ouvrir dans 10 ans. Je me souviens, c'est le moment du bac, je me suis écrit une lettre en me disant, voilà, je m'écris et je me lirai dans 10 ans. Et je décrivais le parcours que je voulais faire. Donc voilà, le conseil que je donnerais, voilà, c'est, tu as un objectif, fonce. Est-ce que c'est ce conseil-là que tu donnerais aussi à un jeune qui n'est pas toi, Oui. aujourd'hui, dans le monde qui a changé, après quelques décennies? Alors, je dirais la même chose, mais avec une nuance, peut-être même plusieurs. La première nuance, fonce, mais n'hésite pas à changer de direction. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, on pensait à un métier, on le préparait et on l'exerçait. Le monde a changé aujourd'hui. La moitié des ingénieurs ne font pas le boulot pour lequel ils ont été préparés. Donc oui, foncer, c'est-à-dire donner le meilleur de soi. C'est comme en sport, essayer de réussir la compétition, quoi, si modeste soit-elle. Donc foncer. Mais voilà, en sachant que s'il faut changer de direction, ben, on change de direction. Mais on continue à courir. Et puis, je l'ai découvert, et je l'ai un peu raconté, un peu sur le tard, s'ouvrir. Je peux foncer et m'enfermer dans mon but. Et ça, à mon avis, c'est une catastrophe. Parce que quand arrivera un pépin, dans 5 ans, dans 10 ans, là, ça fera mal. Et puis, on a toujours à s'enrichir avec les autres. Donc, s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, un moyen peut-être, c'est le bénévolat. On peut s'ouvrir naturellement, hein, mais il y a aussi un moyen utile. Moi, je suis étonné de voir dans les étudiants le nombre de jeunes qui sont engagés, même ponctuellement, à s'occuper de jeunes, pour former des gosses au foot, pour aller former un petit peu à lire ou à écrire en prison, pour aider des voisins, etc., dans des choses extrêmement diverses. Mais le bénévolat, c'est curieux comme le monde anglo-saxon est très ouvert à ça. Et le survalorise. Non seulement le valorise, mais le survalorise. Et pourquoi? Parce que ça ouvre. Et nous, on n'est pas tellement dans cette dynamique. Donc, deuxième conseil, voilà. Après, foncer, hein, c'est s'ouvrir et peut-être avec du bénévolat. Aujourd'hui, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des tas de domaines, même modeste, c'est pas grave. Je pourrais presque dire s'occuper des autres. Parfois même dans sa famille, hein, autour de soi, ou de ses voisins. Mais avoir le souci, to take care, le care, pas au sens médical, hein, mais
prendre soin d'eux, être attentif, aider. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.